Sur le sujet de la bête. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Et bienvenue sur KWZ. Normalement, tout marche, tout est branché, il y a du son, on a du soleil et nous avons en face de nous cet homme que vous voyez, c'est Hervé Boyac, un spécialiste de la bête du Gévaudan. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors voilà, alors je vous présente notre chaîne, c'est une petite chaîne lozérienne, donc elle est toute petite, mais on arrive à faire pas mal de vues, on arrive à faire connaître notre petite Lozère et notamment donc la Margeride également, puisque nous sommes sur la Margeride aujourd'hui. Voilà, Hervé, vous êtes là parce que vous allez nous parler de la bête du Gévaudan et surtout de votre association, donc si la bête du Gévaudan m'était comptée. Oui, alors c'est une petite association qui comprend une vingtaine de membres, de passionnés de cette affaire de la bête du Gévaudan, éminemment historique. Et donc nous, on se réunit chaque année au moins une fois à l'automne en Lozère pour faire notre assemblée générale. On profite de cette réunion annuelle pour faire des balades un peu partout dans les environs, pour éventuellement vérifier certains faits s'ils sont plausibles dans le temps par rapport aux attaques de la bête, bien sûr. Alors on se rend à tel endroit, de là on va à tel autre, etc. On vérifie si tout ça est cohérent. Et aussi on valide chaque année au moins un circuit on va essayer de faire un recueil de fiches qui sera en vente sur le site, notamment Internet, et qui sera, comment dire, chacune de ces fiches aura un lien très fort avec une ou plusieurs attaques environnantes et dont on a des circonstances assez précises. Voilà. D'accord. Parmi ces attaques, ici par exemple nous sommes au Faux, est-ce qu'il y a eu des attaques sur le secteur? Oui, il y a eu une attaque qui est très connue, pas loin d'ici, au Rouget, au hameau du Rouget. C'est l'attaque sur la famille Jouve qui habitait au hameau de la Bessière. Donc, et elle est toujours racontée parce qu'elle fait partie des incontournables de cette affaire. C'est une mère de famille donc, qui a lutté pendant plusieurs minutes, peut-être plusieurs dizaines de minutes, on ne sait pas bien, contre la bête qui s'en prenait à ses enfants, plusieurs enfants qui étaient avec elle. Et finalement, elle réussit à mettre la bête en fuite, mais malheureusement, un de ses enfants décédera des blessures plusieurs jours après. Il y a eu d'autres attaques aussi de l'autre côté, toujours sur la Margeride, non? Du côté de Chanalei, par exemple. Oui, bien sûr. Alors à Chanalei, il y a aussi une attaque qui est comment dire, très emblématique. C'est l'attaque des enfants. Ils étaient 7, 5 garçons et 2 fillettes à garder le bétail en commun. Ça, c'est Duhamel, le capitaine Duhamel, qui avait demandé, qui avait exigé que dorénavant les troupeaux soient mis en commun pour pouvoir mettre les bergers également à plusieurs et se défendre. Donc ces 7 enfants sont attaqués là-bas sur au lieu dit la Coustacère, c'est une zone de tourbière, une zone humide, et ils vont, grâce à leur courage, grâce à l'un d'eux notamment, Jacques Portefeuille, l'aîné de tous, qui va dire nous devons comment dire, délivrer notre camarade. Il y a un de leurs qui est pris par la bête, par le bras. Nous devons délivrer notre camarade, sinon périr tous avec elle. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment cet esprit d'équipe qui a prévalu et ils ont réussi là aussi à mettre la bête en fuite avec quelques blessures quand même, mais sans trop de gravité. Avant de parler de votre avis sur cette bête, je voudrais juste, là, puisqu'on est à Chanalei, il est en train de se créer, je crois, un chemin qui va monter sur le truc de la Garde. Est-ce que vous avez entendu parler de cette attaque du truc de la Garde? Alors, le truc de la garde, oui, il y a eu des attaques, bien sûr, là-bas. Et puis, c'est aussi là que se regroupait ou s'organisait le départ des grandes chasses parce que c'était à peu près central par rapport aux attaques et souvent le point de rendez-vous à l'époque était du côté du truc de la garde. Oui, alors il y a différentes choses qui se mettent en place un peu partout sur la bête et c'est tant mieux parce que malheureusement, moi j'estime que cette affaire de la bête était pas assez mise en valeur. C'est le patrimoine de la Lozère, c'est quelque chose, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu une centaine de morts, principalement des enfants innocents, sur 200 ou 300 attaques, on ne sait pas exactement le nombre. Donc c'est quand même quelque chose de très important et tout ce qui peut contribuer comment dire, à faire connaître cette affaire historique, eh bien, ma foi, c'est bienvenu à mon avis.
C'est vrai qu'on a l'impression que pendant des années, ici, enfin moi je vois de notre temps à nous, cette affaire a été mise de côté. On n'avait pas envie de faire la publicité avec ça de la Lozère. C'est vrai pendant peut-être un demi-siècle, on avait l'impression même quand on discutait avec des gens qui voulaient oublier ça. Ouais. Voilà. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, moi j'ai commencé à m'intéresser à la bête, ça fait une trentaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, ça ressort. Il y a des fêtes que les villages organisent, il y a comment, des manifestations, des conférences. Au Malzieu, ils ont disposé toute une série de statues représentant plus ou moins la bête. Voilà, donc il y a un renouveau. Et c'est tant mieux, parce que finalement, c'est quelque chose comment dire, de non délocalisable. C'est typique au Gévaudan en France. Il n'y a pas d'autres cas comme ça, ni même en Europe d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, comme je le pense, moi, il faudrait essayer d'aller plus loin et découvrir des choses peut-être qu'on a jusqu'à présent un peu laissé de côté, mais explorer des nouvelles pistes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de gens en restent, oh, c'était peut-être un loup, un hybride avec un chien, quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est plus compliqué que ça, mais qu'on a un peu trop laissé des choses en l'état. Vous en pensez quoi, vous, votre avis à vous? Et à votre association par la même occasion? Moi, je suis à peu près formel. Vous savez, les années passent et j'ai longtemps douté sur ce qu'était la nature de la bête, mais je suis de plus en plus convaincu que ce n'était pas un loup ou des loups. Alors, c'est vrai que je suis un passionné du loup et que je défends l'animal, mais aussi en étant aussi objectif que possible, cet animal, dans la façon d'agir, dans la façon comment dire, d'esquiver les chasses, les pièges, etc., qu'on a dressés à son encontre, c'était un animal qui n'était pas purement sauvage. Il y avait forcément, à distance, je ne dis pas comme ça immédiatement à côté, mais il y avait une intelligence humaine, il y avait quelque chose qui protégeait cet animal quand il fallait, qui le guidait, qui le soignait quand il en avait besoin. Et puis, encore une fois, quand on analyse à la loupe ces attaques, ou en tout cas celles qui sont bien circonstanciées, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui vient du loup. Le loup, il a un comportement, d'abord, il chasse en groupe, et puis quand il tue une proie, chevreuil, etc., une proie sauvage, il va la consommer, à plusieurs, ils vont la consommer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Là, les victimes étaient tuées, la plupart du temps, même pas consommées. Parfois, la bête emportait en morceaux, bon, comme ça, on retrouvait la tête un peu plus loin. Mais vous voyez, il n'y avait pas on dirait que la bête tuait plus par jeu que par nécessité. On sortait aussi, en fait, l'époque était quand même assez dure, puisque on sortait de la guerre des Camisards, il y avait la guerre de 7 ans qui venait de se finir, il y avait aussi des soldats sans solde qui se baladaient un petit peu partout. Vous ne pensez pas à des vengeances, à des trucs comme ça dans les villages, hein? Il peut y avoir quelque chose comme ça, évidemment, parce que, comme vous dites, la guerre des Camisards s'était terminée il y a peu de temps, dans les années 1750, c'est-à-dire 15 ans avant la bête, il y avait encore des femmes protestantes prisonnières à Aigues-Mortes, dans la tour. Voilà, il y avait effectivement, comment dire, on peut comprendre, on peut concevoir qu'il puisse y avoir des vengeances, des gens qui avaient envie de régler certains comptes. Alors peut-être, mais tout ça, c'est pour ça que tout ça mériterait d'être exploré géographiquement. Maintenant, on a des moyens qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans. Savoir un peu par rapport aux victimes, aux patronymes. Les patronymes, parce que je me suis j'ai cherché moi un peu dans les patronymes, il y a des patronymes qui sortent souvent, plusieurs fois. Alors pourquoi? Et puis il y a des zones aussi qui ont été totalement ou quasiment épargnées, comme la zone du Malzieu, autour du Malzieu. Ouais. Il n'y a pas eu d'attaque. C'est curieux, il y a des choses comme ça. Alors le Malzieu était une enclave protestante à l'époque. Est-ce qu'il y a une relation? Je ne sais pas, je ne m'avance pas là-dessus, c'est beaucoup trop complexe. Mais voilà, il y a des choses comme ça qu'on n'explique pas et qui mériteraient d'être approfondies. Vous avez écrit combien de livres sur la bête? J'en ai écrit 3. Dans le premier, je pensais qu'il s'agissait probablement peut-être d'un loup, peut-être parce que je démarrais dans cette affaire-là. Et bon, voilà, j'essayais d'avancer un peu comme ça. Après, dans le second,
je me suis davantage orienté vers un hybride peut-être entre un chien et un loup, un gros chien, un gros loup, etc. Donc j'ai analysé toutes les espèces de chiens qui existaient à l'époque, bien sûr. Et puis dans le troisième livre, le dernier, là, comment dire, j'innocente totalement le loup de cette affaire. Et là, j'évoque plusieurs pistes d'animaux qui ne seraient forcément des animaux exotiques. Si ce n'est pas un loup et que c'est un animal de taille suffisante pour pouvoir commettre tous ces méfaits, transporter des corps, bon, c'est un animal qui était fort. Je m'orienterai plutôt, je dirais, plutôt vers un animal type félin. Alors, vous allez me dire, mais les félins, il n'y en avait pas, bien sûr que non, mais c'était une époque où on faisait beaucoup d'échanges. Les souverains, même les nobles, quand ils allaient dans un autre pays, ils ramenaient des animaux, ils en apportaient, etc. Il y avait, bon, ça existait déjà, le transport, la délocalisation d'animaux sauvages. Oui, donc ça aurait pu être un félin qui avait été ramené et dressé. Oui, alors certains parlent de la hyène de la foire de Beaucaire, etc. C'est pas des pistes tout à fait absurdes. Moi, je n'exclus pas ces pistes. Elles mériteraient d'être vraiment explorées avant de les rejeter comme on a fait pendant un certain temps. Oui, probablement un félin ou un animal de ce type-là qui, je ne dis pas qu'il aurait été introduit à des fins criminelles, je dis que c'est peut-être un travers qu'il a eu à un moment donné. Il s'est échappé, il a tué un enfant. Si certains se souviennent du lion de Pont-Saint-Esprit qui s'était échappé d'un cirque et qui dans la nuit a tué 2 personnes, par exemple. Donc ça peut partir de quelque chose comme ça, et puis et que le propriétaire de l'animal se disent tiens, mais je vais pouvoir peut-être exploiter cette déviance, ce travers de cet animal. Peut-être, voilà. Il y a eu énormément d'écrits, hein, je ne sais pas combien de livres, mais c'est des centaines. Hein. Ouais, mais ça fait toujours rêver, ça fait toujours fantasmer. Oui, quand on s'y met à fond dedans, comme je l'ai fait au début, maintenant un peu moins parce que les années passent, mais quand je me suis mis là-dedans il y a 30 ans et que j'ai reconnu le terrain tous azimuts pour pouvoir faire des repérages, voir si les distances pouvaient être compatibles, vérifier certains lieux-dits, certaines choses. Par moment, j'étais tout seul, je venais en hiver, en toute saison, et je me retournais des fois, vous savez, comme si la bête pouvait être derrière moi, quoi. Et on se prend vraiment à ce truc. J'ai fait aussi. Ouais, je connais. On a l'impression qu'on tombe dans un chemin tout seul. Dans un bois, ouais. On y pense aussi, en effet. Sinon, la bête du Gévaudan, donc, elle va avoir de la vie encore, c'est impressionnant. Oui. Je pense qu'elle va perdurer encore longtemps, dans la mémoire, malgré tout. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour l'économie locale qui en a besoin, pour le tourisme. Et puis, personnellement, je pense qu'il y a quand même... On est resté sur quelque chose d'inachevé. Et il y a un besoin de savoir. Et peut-être que dans les décennies qui viendront, je ne sais pas si j'aurai le temps de le voir, mais on fera des découvertes qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, en réexplorant les documents d'archives, peut-être des nouveaux documents qui sortiront comme ça par hasard. Vous savez, le rapport marin concernant la bête qu'a tué Jean Chastel à la Sogne d'Auvers, on ne l'a découvert qu'en 1958. Et par hasard, à Paris. Donc vous voyez, il y a peut-être encore des documents comme ça qui existent dans certains musées, certaines collections, etc., qui peut-être un jour sortiront. Et des fois, une bribe pour le commun des mortels, pour nous, c'est très important des fois, parce que ça permet de faire une jonction sur deux incertitudes. Voilà. Vous êtes venu comment à la bête? Parce que je crois que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Oui. Moi, je suis effectivement fils d'agriculteur dans le Vaucluse. Mon père était maraîcher. Et bon, je me suis très vite intéressé à la nature sauvage, à la faune sauvage. Et puis, quand on a commencé à parler du loup, pas en France, mais en Italie voisine, où la population de loups commençait à s'accroître, elle était à 100 individus dans les Apennins, j'ai commencé à m'intéresser au loup. Puis, bien plus tard, le loup sera venu en France. Mais avant même que le loup revienne en France, moi, je venais ici voir les loups. À l'époque, c'était M. Minatori qui avait ces loups qu'il avait récupérés de la Fondation Bouger de Bardot. Et c'est un peu lui qui m'a
mis sur le chemin. Et je lui en suis très reconnaissant parce qu'il nous parlait, quand on venait voir les loups, il nous parlait de l'affaire de la bête du Gévaudan. Il a d'ailleurs publié des petits trucs. Et voilà. Et il m'a dit, en parlant comme ça, une fois, parce qu'on était devenus un peu amis presque, il m'a dit, vous savez, cette bête, lui, il pensait que c'était une hyène. Cette bête, c'est pas un loup. Et bon. Voilà, c'est à partir de là que je me suis mis dans cette affaire de la bête du Gévaudan. Et le loup est revenu en France quelques années après, et d'ailleurs il est présent même ici en Lozère maintenant. Oui, oui, oui. Voilà, et bien, et alors, juste une dernière question, le résultat de vos travaux cette année à l'association, donc? Ben on n'a pas énormément avancé au niveau des découvertes, si on peut dire comme ça. Par contre, on a avancé des pistes hier dans notre assemblée générale qu'on a fait à Saint-Alban. On a avancé des pistes de travail pour mieux faire connaître l'association et par là même mieux faire connaître la bête du Gévaudan. Alors ça va être des petites fiches de randonnée, comme je disais tout à l'heure, qui vont être accessibles au plus grand nombre. Sur votre site? Voilà, sur le site internet et peut-être dans les offices du tourisme locaux de Saint-Alban, Le Malzieu, voilà. Bien, ben voilà, ben on rajoutera le site donc sur la présentation de cette émission. Je vous remercie et puis on vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir participé parce qu'on n'était pas tout seul. Regardez, il y avait plein de monde autour de nous. Et des membres de l'association qui ne sont pas obligés. Vous n'êtes pas de la Lozère tous, non? Non, donc pas du Gévaudan. Et vous aussi, vous venez de toute la France. C'est bien, merci. Voilà, merci M. Boyac et puis bonne continuation. Merci à tous. Voilà, je vais vous marquer tout ça, vous dire où c'est qu'on trouve KWZ TV Lozère. Je remercie tous les spectateurs. Et regardez dans le cadre qu'on était ici, on est toujours au faux, donc comme hier. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. À plus tard.